Et vous vous souvenez, Nicolas, de cette intrigue tissée autour d'un conte merveilleux, le petit chaperon rouge, une jeune fille bien élevée, la plus jolie du village, qui court à sa perte en donnant au loup qu'elle rencontre dans la forêt les indications nécessaires pour trouver la maison de sa grand-mère. Le loup mange la vieille dame en se cachant des bûcherons qui travaillent dans la forêt voisine. Il tente ensuite un piège au petit chaperon rouge et finit par la manger. Raconté ainsi, tout porte à croire que le méchant de l'histoire est incarné par le loup et pourtant, si le petit chaperon rouge relatait autre chose, si l'on pouvait en tirer d'autres morales, projeter sur ces personnages d'autres fonctions, y dessiner chacun d'autres rêveries narratives. Les contes renversés, cette notion est au cœur de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions de la Découverte, un ouvrage intitulé De grandes dents, enquête sur un petit malentendu, enquête subjective et sensible, signé Lucille Nova avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Merci. dans Question du soir. Et tout commence donc par une fausse route et un grand malentendu, dites-vous, croyez-vous, dans notre interprétation de la moralité du petit chaperon rouge. Alors quelle est cette fausse route que nous avons empruntée collectivement sans doute? Mmh. Oui, bah, peut-être que le premier malentendu, c'est de vouloir, faire dire au conte, de vouloir faire porter au conte, un message, totalement, univoque, simpliste, et explicite. Je pense que c'est peut-être ça le premier malentendu sur, ce qu'est un conte, en fait. Comme, tout objet littéraire, même si, les contes, alors peut-être plus particulièrement ceux de Perrault, sont, dans une langue, ciselée, orfévrée, très limpide, très lumineuse. Il n'en demeure pas moins qu'il comporte un certain nombre de trous, de failles, de zones d'ombre, de bizarreries. Et il me semble, que ces bizarreries, demandent qu'à être, interprétées et complétées par, ce que vous avez appelé des rêveries, interprétatives, en fait, voilà. Voilà, ça c'est disons un peu pour la méthode et l'approche, que j'ai comme d'autres, voilà, comme toute personne en fait qui s'intéresserait à la littérature en tant qu'objet quoi. Et en l'occurrence donc pour clarifier, ma thèse ou ma petite théorie, il me semble que, Le Petit Chaperon Rouge peut complètement se prêter à une lecture, disons dans laquelle, en fait, cette histoire nous mettrait non pas du tout, en 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 garde contre les dangers, qui rôdent dans la forêt, donc contre les étrangers, mais bien au contraire, contre, les dangers, de la famille et du foyer. Alors on va écouter justement Georges Claes qui nous lit une partie du petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux y aller voir aussi. » On va parler, Lucille Novin, de tous ces personnages qu'on vient d'entendre, le loup, la mère grand notamment. Mais avant, rappelez-nous comment le petit chaperon rouge passe de la tradition orale au conte écrit. Comment se fait cette bascule et par qui? Ouais, bah, c'est un conte, qui est vraiment, qui appartient au folklore, et qui d'ailleurs, se retrouve dans beaucoup, beaucoup d'autres cultures, sous d'autres formes. Le loup peut être incarné par, d'autres animaux, voilà, et
Et en l'occurrence, donc, à la fin du XVIIe siècle, il y a une vraie mode des contes de fées qu'on se raconte dans les salons. Et Perrault va. Donc Charles Perrault va lui-même rassembler un certain nombre d'histoires, assez peu en fait, qu'il a probablement puisé comme ça dans un fond folklorique et les passer à l'écrit, donc avec sa propre plume et donc probablement évidemment ses propres euh, comment dire ses propres biais ou ses propres rêveries à lui quoi. Ça, c'est pour Voilà. l'espace de Mhm. circulation des récits français. Il y a Mhm. aussi l'espace allemand, puisque les frères Mhm. Grimm aussi Oui, oui. s'emparent du Petit Chaperon Oui, Rouge. oui, bah, les frères Grimm vont aussi donc puiser à leur tour dans un folklore allemand où on va retrouver en fait un certain nombre des histoires voilà, qui vont se recroiser avec celles de Perrault. Mm. Bon, alors on va entrer dans votre livre et dans toutes les interprétations subjectives que vous portez à ce conte merveilleux, Le Petit Chaperon Rouge, Lucille Nova. La première idée peut-être que vous remettez en cause, c'est l'idée selon laquelle le mal, le danger viendrait de l'extérieur, de la forêt. En réalité, selon vous, il viendrait peut-être du foyer même. Mhm. Oui, bah alors, pour beaucoup de raisons, puisque une fois que j'ai cette intuition, qui en fait va partir, je crois, juste de cette scène, finale dans laquelle, on voit, enfin on voit, on voit, mentalement dans Des notre images surgissent à la imaginaire, voilà, lecture. des images surgissent, de cette petite fille, qui monte dans le lit, d'une personne qu'elle prend pour sa grand-mère, d'un membre de sa famille. Bon, à un moment, je sais pas, je pense que quelque chose se déverrouille en moi et je me dis, mais en fait, ce conte nous raconte une scène de violence intrafamiliale qui a lieu dans la maison. En fait, quand l'enfant a traversé la forêt, elle n'a pas été en danger. Et par ailleurs, bah, alors après, donc voilà, une fois au départ, j'ai cette espèce d'intuition que je prends pas totalement au sérieux. Hein. En fait, ça me fait rire. Je me dis, bah, ouais, ça passe, mais en fait, je commence par me dire, je vais écrire un petit article où je vais proposer ça, mais bon, il faudra y aller un peu avec des gros sabots. Il y aura probablement un peu de mauvaise foi, mais ce sera drôle. Et puis, ça servira une cause juste, quand même, voilà, de, de rendre sensible à la condition politique des enfants, quoi. C'est bien de nous raconter que vous aviez en tout cas des mauvaises intentions pour Oui. pour écrire ce Oui. texte au départ. Or, ce qui se passe, voilà, c'est que donc au départ, l'idée c'est de faire, voilà, une démonstration, et un travail critique, littéraire, quoi. Et en fait, je commence, ce travail un peu d'enquête, disons ce premier niveau d'enquête, mais en fait qui va m'emmener, sur bien d'autres sentiers, ensuite et j'espère que le livre va bien au-delà de ce premier niveau de l'enquête, en commençant, à relire le conte au prisme de cette petite épiphanie, je me rends compte que ça marche. En fait, que tout ce que je prends pour des obstacles sur ma route se transforme en pièce à conviction pour servir Ça veut dire que mon quand vous relisez hypothèse. le conte, vous Bah ouais. réalisez que Et nous-mêmes faisions fausse route, mm, que le danger je, ne vient pas de la forêt? je me dis en tout cas, ouais, en retraversant, en suivant en fait cette petite fille à travers de la forêt jusqu'à à la maison de sa grand-mère, je me rends compte que beaucoup d'indices me permettent de soutenir en fait sérieusement ma thèse. C'est-à-dire ce que j'ai pris pour un jeu au départ devient quelque chose de sérieux et voilà, dont je suis convaincue. Et à tel point que, alors je peux vous donner un exemple, mais après évidemment dans le livre je déroule ça étape par étape, en suivant le cheminement. Mais il me semble que là, en réécoutant tout à l'heure, l'extrait, que vous venez de passer, lu par, Georges Claes, bah, dès la première phrase, qu'est-ce que c'est que cette précision? Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Dans un conte qui tient en quelques pages, qui est vraiment, comme je le disais, tellement ciselé, tellement écrit, au cordeau, hem, tout est significatif.
Alors, parfois de manière bizarre, parfois des choses demeurent mystérieuses et invitent à différentes interprétations, bien sûr. Mais voilà, cette Ce que vous dites, c'est précision. que ces premières phrases, c'est presque, 2 avertissements, la Mm, folie de la mère, la ouais, folie de la ouais, mère grand. mm, C'est la folie qui vient de l'intérieur, donc du foyer, donc de la maison même oui. où vit la petite fille, en tout cas le petit chaperon rouge. Oui, c'est ça, et vous avez raison j'y pensais même pas en le disant, On y même si je reviendra, le dis oui. dans le livre, mais c'est ça, en fait, là, moi, je voulais insister sur le fait qu'on nous précise comme ça une espèce d'amour démesuré de la part de la grand-mère. Donc, moi, il me semble que quand c'est dans la première phrase du conte, ça pose quand même question. Et par ailleurs, vous avez raison de souligner aussi le fait que cet adjectif folle, Mmh. bon, est-ce que en fait, la mère, en laissant partir sa fille pour apporter la galette et le petit pot de beurre, aurait pas dû dire à sa fille, en fait, ta grand-mère est folle de toi, ta grand-mère est folle. Voilà, attention. Voilà pour un premier retournement. Le danger, le mal ne viendrait pas de la forêt, mais peut-être même de l'intérieur du foyer. Un deuxième retournement que vous opérez, c'est sur la personnification de ce mal. Je le disais en Mhm. introduction, on a souvent le sentiment que le mauvais personnage dans cette histoire, ce serait le loup, le grand méchant loup. Et vous, vous dites que ce n'est pas le cas. C'est peut-être la Mhm. mère grand, justement. Ouais, en fait, je pense vraiment un enfant de 5 ans, il est capable de comprendre que pardon, je le dis, enfin, évidemment, je dis tout ça avec, second degré, mais quand même. Je pense qu'on peut comprendre très, très, très jeune, que, dans, une fable de La Fontaine, le lion est une métaphore du roi. Et je m'interroge du coup sur, les, œillères, qui, nous empêchent, d'envisager la possibilité que le loup soit la métaphore de la pulsion, dévoratrice et sexuelle, de l'aïeul, Mais qui donc se trouve dans le lit. ça c'est bien la méchanceté. C'est quand même bien le loup à la fin qui finit par manger à peu près tout le monde dans cette histoire. Hem, oui, mais du coup, ce que j'essaye de dire, c'est, que ce n'est pas en fait, le loup n'est que la métaphore, le masque, de la dévoration, de ce membre de la famille, voilà, qui est dans le lit. Et après, bon, voilà, je pense que la figure du loup dans le conte, elle est assez, fluide, comme d'ailleurs, les 2 autres personnages, hein, comme la grand-mère et le petit chaperon rouge. Et donc on pourrait, faire dire d'autres choses ou interpréter autrement la figure du loup à d'autres moments du conte. Mais pour ce qui est de la scène finale, il me semble que ce loup en bonnet de nuit, en fait, on pourrait vraiment l'interpréter comme la grand-mère, tout à coup, animée par, une pulsion, dangereuse et prédatrice. Troisième retournement que vous opérez, c'est peut-être la question qui a suscité le plus d'animation dans l'équipe de questions du soir. Est-ce que le petit chaperon rouge est une femme ou un homme, en l'occurrence une fille ou un garçon? Alors, j'ai pas la réponse à cette question, et alors pour le coup, Moi, je pensais que c'était une fille. J'ai toujours imaginé qu'il oui. s'agissait d'une fille. Oui, oui, bah, je pense qu'elle est quand même, désignée par, un pronom, féminin, de très nombreuses occurrences, un tout petit peu plus que par, la formule, masculine, du petit chaperon rouge. Ça, pour le coup, ça a été, beaucoup exploré. C'est une des bizarreries du texte, voilà. Bizarrerie au sens même, grammatical, alors j'ai plus la phrase exacte en tête, mais par exemple à la toute fin du conte, on nous dit, Perrault écrit, le loup, se jeta sur le petit chaperon rouge et il la mangea, avec, donc cette reprise pronominale au féminin d'un syntagme, masculin. Bon, c'est une des bizarreries du texte, un des mystères. On peut l'interpréter, il me semble, comme, une espèce de fluidité de genre, de l'enfant, voilà, prépubère, voilà. Moi, là où ça me semble intéressant, c'est d'essayer d'étendre, de contaminer les autres personnages, du conte au prisme de ce trouble dans le genre, Mhm. et de me demander, voilà, alors par exemple, par rapport à la grand-mère, est-ce que la grand-mère pourrait pas être éventuellement un grand-père? Idée, qui peut être corroborée par le fait que, bon, bah, cette, pilosité, de son apparence, de louve, pourrait, donner une impression voilà, de masculinité, qui est renforcée dans certaines versions orales où, la petite fille va vraiment, lorsqu'elle va lui dire, «Mais qu'est-ce que vous êtes, velue, mère grand?» Elle va lui répondre: «C'est de vieillesse, mon enfant, c'est de vieillesse». Donc
on pourrait avoir l'impression que finalement, ce qui est plus important dans le conte, c'est pas tellement la question du genre, c'est la question, c'est la, non pas la dichotomie homme-femme, mais la dichotomie enfant-adulte. Voilà. Et enfin, alors là, je pense que je vais peut-être pas m'étendre là-dessus maintenant, mais la fluidité de genre du loup m'intéresse aussi, notamment pour ce qui est du passage dans la forêt et de la rencontre entre la petite fille et ce loup. Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un autre conte filmé par Jacques Demy. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez, mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. C'est bien, tout le monde chante en régie. C'est ces conseils de la Fée des Lilas interprétés par la Fée des Lilas dans le film Peau d'âne de Jacques Demy, sorti en 1970 avec Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, on le sait, et qui met en lumière, en avant, une figure particulière, celle du loup marraine. Alors il faut nous expliquer ce que c'est cette figure hybride. Oui, bah alors justement, ça me permet de reprendre où j'en étais sur cette question de la fluidité de genre. Alors, c'est une de mes, pour le coup, de mes rêveries. D'ailleurs, c'est dans un chapitre qui s'intitule ainsi, Rêverie. Bon, il y a mon interprétation. Je me dis, voilà, le danger est dans le foyer. En fait, le loup est la métaphore de la pulsion dévoratrice de l'aïeul. OK. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait du fait que la petite fille a bel et bien rencontré un loup dans cette forêt? Donc, qui sait? Alors, en me penchant sur le texte, je m'aperçois que le loup est désigné par cette locution compère le loup. Et en cherchant, je m'aperçois que compère est en fait l'autre nom du parrain. Euh, et donc, immédiatement, vraiment comme si, enfin, il y a un effet un peu, je sais pas, de trouvaille, comme si j'avais un loup en robe à paillettes Disney qui débarquait dans mon salon. Il me disait, mais enfin, c'est moi. Et donc, je me dis, ah, mais en fait, peut-être que ce loup que l'enfant croise est en fait une figure, elle aussi fluide, de genre, de la marraine, cet archétype des contes de fées. Et en soi, ça pourrait expliquer, à mon sens, le fait que le petit chaperon rouge donne son adresse si facilement au loup. Oui, au loup. Et je me dis, ok, alors peut-être que c'est pour ça, peut-être qu'en fait, cet enfant qui traîne des pieds, qui n'a pas l'air d'avoir très envie d'arriver, qui a beau faire la course, en fait, le fait absolument pas, qui cueille des fleurs pour finalement pas les avoir quand elle arrive à la porte. Bon. Peut-être qu'elle pressent quand même que quelque chose ne va pas au bout du chemin. Peut-être qu'elle aimerait bien qu'on lui vienne en aide. Et après, voilà, je laisse ma rêverie flotter et s'embarquer un peu dans ce scénario. Et je me dis peut-être que le problème, en fait, c'est que le petit chaperon rouge, précisément, c'est pas un conte de fées, au sens où, bien sûr, il y a un loup qui parle, donc il y a une forme de merveilleux là-dedans, mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de marraine la bonne fée, justement, dans ce conte. Et peut-être que c'est... En tout cas, moi, j'aime me dire que c'est un souhait, en fait, de l'enfant, quelque chose qu'elle s'imagine, qu'elle espère. Et il y a une forme peut-être de cruauté ou de maîtrise absolue du suspense de la part de Perrault, de nous faire croire pour un temps que c'est possible que quelqu'un va venir à son secours, alors que finalement personne ne l'entend, personne ne l'écoute, et il va bien falloir finir par arriver à cette maison.
Vous l'avez dit un peu plus tôt dans notre conversation, votre réflexion qui s'inscrit dans un mouvement plus large de réflexion sur les contes renversés, sur la multiplicité des interprétations que l'on peut adresser aux contes est vraiment une réflexion plurielle. Mmh. Et je voudrais vous faire entendre la voix de quelqu'un que vous évoquez à plusieurs reprises dans votre livre, l'écrivaine Neige Sino. J'ai choisi délibérément des contes qui ont l'air d'avoir rien à voir. J'ai pas choisi Peau d'âne, j'ai pas choisi Pinocchio par exemple, j'aurais pu mettre Pinocchio, non, surtout c'est toujours des histoires de filles et on oublie pas souvent parce qu'en plus moi je suis une femme donc on a l'impression que je parle d'un truc qui arrive aux femmes, c'est pas vrai du tout, hein, il y a un tiers des victimes, c'est des petits garçons. Donc oui, j'aurais pu utiliser des choses évidentes et j'ai voulu utiliser des choses auxquelles on s'attendait peut-être pas nécessairement. Parce que justement, on voit ce qu'on veut dans un conte. Un esprit qui est obsédé par une question à résoudre, il se projette dans une histoire et il y trouve des éléments qui vont lui servir. Donc j'ai mis des contes où moi je vois certaines choses, où ma lectrice va voir d'autres choses. Là, effectivement, on voit dans Pinocchio du trafic d'enfants, Hansel et Gretel, une sorcière qui a mangé des enfants, toutes ces choses-là. C'est aussi des représentations de ce qu'il arrivait réellement dans la société. J'ai trouvé que cet extrait, Lucille Nova, Mmh. de Neige Sino, extrait du book club de Mmh. Marie Richeux, encapsulait exactement ce que votre livre contenait, c'est-à-dire qu'au fond, on voit dans les contes uniquement ce que l'on veut voir et ce que Mmh. l'on souhaite y trouver. Mmh. Oui, bah, ouais, bah, elle est vraiment trop forte, elle a tout dit, vous avez bien raison. Et oui, en effet, je pense que ça s'apparente, à ma démarche. C'est-à-dire que, en effet, moi, en fait, je pars du Petit Chaperon Rouge, mais une fois heu, que j'ai déverrouillé comme ça, j'ai fait la lumière, dans cette espèce de cheval de Troie, en fait, bah, c'est comme si ça faisait tout exploser, mais de façon vraiment très joyeuse et Mhm. que ça me portait à lire le reste du monde ou bah, alors du monde, j'exagère, mais le reste de nos imaginaires collectifs, mais aussi de mon histoire intime, puisqu'il y a ça aussi dans les notes de bas de page, au prisme de ce dessillement, quoi, de ce déverrouillage. Hem voilà et donc en effet, après je vais chercher dans d'autres, contes, des faits divers, des romans et cetera et la transmission donc plus intime de mon propre, roman familial. Je vais essayer de chercher, comment dire? De remettre les choses dans le bon sens et ce qui m'intéresse aussi et ce qui fait écho à ce que disait Neige Sino dans l'extrait que vous venez de passer, c'est au et vous-même vous avez dit, «On ne voit dans les contes que ce qu'on veut voir» et c'est en fait ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait dire aux histoires qu'on raconte? Et mmh et pourquoi est-ce qu'il y a comme ça cette lecture, réductrice, ce discours vraiment, hégémonique sur la signification supposée, du Petit Chaperon Rouge. Voilà, c'est un conte qui dit qu'il ne faut pas parler aux étrangers, dans la rue, quoi. Hem, Pourquoi? Et en fait, ça me mène du coup à une enquête sur un malentendu beaucoup plus large que le malentendu juste littéraire de l'interprétation du Petit Chaperon Rouge, qui est la question du tabou, quoi. Vous êtes également enseignante en lycée, enseignante En de collège. français en Ouais. collège, enseignante au collège. Comment vous utilisez ces contes-là, à l'égard de vos élèves? Comment vous leur présentez les choses avec, une maxime unique? Alors j'imagine que Mmh. non, Mmh. maintenant et notamment après avoir écrit ce livre, mais Mmh. justement comment on crée une lecture commune si Mmh. chacun peut trouver dans un texte, l'interprétation qui lui sied? Mmh. Ouais, alors, il me semble que donc, c'est très important à mon sens, de pas faire, comment dire? De pas prendre, les contes, pour, des petites, capsules, morales, qui serviraient de support à un cours, d'éducation, civique, et morale. Ce serait d'un ennui, absolu et Mmh. j'aurais pas choisi ce métier. Évidemment, bah, peut-être toutes les interprétations ne se valent pas et l'idée c'est plutôt, quand on présente, un texte, à des élèves, mais c'est pas forcément les contes d'ailleurs, hein, ça vaut pour tout, évidemment pour des poèmes, pour des extraits, de romans. L'idée c'est
de commencer par leurs propres interprétations, en fait, qui ait une forme de fraîcheur, justement. C'est de ne leur en donner aucune Au et de départ, laisser libre ouais. cours à leur rêverie? Au départ, oui, bien sûr. Après, évidemment, moi, je suis là pour les accompagner, pour les aider à voir si ça marche. Évidemment, parfois, ça marche pas. Évidemment, parfois, il y a des. Mon rôle de prof, c'est aussi de leur montrer que, bon, là, il y a un obstacle qui peut-être empêche d'aller au Mmh. bout Mmh. de leur propre petite théorie. Mais voilà, il y a une idée comme ça. Et ça va avec ce que disait Neige Sino, c'est-à-dire que c'est un moyen aussi de réfléchir au monde. Enfin, évidemment, ce qui est beau avec la littérature, c'est qu'il y a souvent des enjeux et donc d'ouvrir sur d'autres réflexions, sur le vécu, de s'interroger sur les échos que trouve une histoire en eux-mêmes et en chacun de nous. Voilà. Merci beaucoup, Lucille Nova. Je rappelle le titre de votre très bel essai qui s'intitule De grandes dents, enquête sur un petit malentendu. Ça vient de paraître aux éditions de la Découverte. Merci encore et merci aussi à toutes celles et ceux qui font cette émission dans les coulisses. Mathias Megy, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Fanny Richeux, Bertie Bourdon, Florian Lecalvez, à la réalisation François Richer et évidemment aux manettes Marie-Claire Oumabadi.